Donc là, on va traiter l'exercice numéro 3, méthode variationnelle du champ moyen pour le modèle d'Ising. Donc c'est une méthode qui a été mise au point par Curie-Weiss, mais qui est très générale, qui correspond à la méthode du champ moyen et plus généralement à la méthode variationnelle en physique. Elle se retrouve cette méthode aussi en mécanique quantique. C'est un concept très important qui est très utile par exemple pour la supraconductivité, la superfluidité, etc. Donc on considère à nouveau le modèle d'Ising, mais on se permet de le généraliser un petit peu plus. Donc là, on ne répète pas la situation, mais comme dans le problème numéro 1, on a des spins f de x en chaque site x, où f de x vaut plus ou moins 1, et l'énergie d'une configuration f est donnée par cette expression, où il apparaît le produit fx, fy en des sites xy différents, fois un coefficient v de x moins y, donc qui dépend de la distance de x à y, et v c'est une certaine fonction, plus un terme qui dépend que de chaque site, où b est une constante. Donc on peut penser b comme un champ magnétique extérieur. Voilà, et dans le modèle d'Ising qu'on avait considéré, par exemple, eh bien, la fonction v de x moins y valait 1 lorsque x et y étaient voisins et valait 0 sinon. Mais là, c'est beaucoup plus général, et on va voir que comme notre calcul va être assez modeste et simple, on peut se permettre de considérer ce modèle très général d'énergie. Donc, pour une configuration f donnée, on appelle m de f l'aimantation totale. Donc, c'est la somme sur tous les sites de f de x, donc la somme des aimantations locales. Et ce que l'on souhaite, c'est évaluer l'aimantation moyenne du système. Donc, c'est la moyenne des m de f, ou par rapport à une loi de probabilité p de f donnée. Et cette loi de probabilité, voilà, donc on souhaite calculer cette aimantation moyenne lorsque P de f est la mesure de probabilité de Boltzmann, 1 sur z exponentielle moins e sur kt. Et ce qui rend le problème très difficile, voire impossible à résoudre, dans le cas précis du modèle d'Ising, c'est que l'énergie E de f n'est pas simple, c'est cette expression-là, qui dépend de produits de sites différents, etc. Et donc ce calcul d'énergie moyenne, en général, est impossible à faire de façon exacte. On peut le faire de façon numérique, par exemple, comme dans le problème 1, et observer des phénomènes intéressants, comme des transitions de phase, etc. Mais là, on aimerait, dans ce problème, faire un calcul analytique précis, rigoureux, mais approximatif. Et on va être obligé de faire des approximations. Alors, on pourrait, en plus de calculer l'aimantation moyenne, on pourrait calculer l'énergie moyenne, qui dépendrait du paramètre T qu'il y a dans la loi de proba. Et lorsqu'on dérive l'énergie moyenne par rapport à T, on obtiendrait ce qui s'appelle la capacité calorifique, etc. Tout ça, on obtiendrait ainsi des grandeurs physiques mesurables dans les expériences, et on pourrait confronter ce calcul à des données expérimentales. Voilà, donc comme il est impossible de faire un calcul exact de cette aimantation moyenne, on va faire un calcul approché. Et l'idée de cette approximation, c'est d'appliquer ce qu'on appelle le principe variationnel. Et donc, on commence avec la question 1. Donc, comme on l'a dit, la difficulté du calcul exact vient de ce que la mesure de probabilité de Boltzmann est trop compliquée, en fait, pour faire des calculs. Donc on va remplacer cette loi de probabilité par une loi de probabilité différente, mais qui sera beaucoup plus simple et suffisamment simple pour pouvoir faire des calculs. Donc on décide de prendre comme loi de probabilité sur les configurations, non pas exponentielle de moins l'énergie sur kt, mais exponentielle de l'aimantation m de f fois un paramètre qu'on appelle x, un paramètre réel. Et x est un paramètre qu'on se permet de choisir comme on veut pour améliorer l'approximation autant que possible.
Alors tout de suite, on explique pourquoi on a fait ce choix de loi de probabilité. Alors bien sûr, ce n'est pas la loi de Boltzmann, donc il ne faut pas espérer que le résultat soit exact. Mais, l'intérêt, c'est que l'aimantation, vous voyez, est beaucoup plus simple que l'énergie, comme c'est une somme sur les sites de f de x. Et donc il n'y a pas de produit. Autrement dit, cette loi de probabilité, P de f, c'est exponentielle d'une somme, donc c'est un produit exponentiel. Et en termes probabilistes, ça signifie qu'avec cette loi de probabilité, chaque site est indépendant les uns des autres. Ils ont tous la même mesure de probabilité individuelle qui est exponentielle de petit x f de x. Alors en fait, on va vérifier ça. Voilà, c'est la première question. Donc voici l'expression de l'aimantation totale. On prend x, un paramètre réel, et on choisit de travailler avec cette loi de probabilité qui n'est pas la loi de Boltzmann, qui est 1 sur z, constante de normalisation, exponentielle x, l'aimantation. Et donc c'est exponentielle x, la somme sur les sites f de x. Alors, exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Et la constante de normalisation, c'est la somme de exponentielle x fois l'aimantation. Donc pareil, c'est somme sur f du produit des exponentielles x f de x, qui est ici. Et cette somme sur f du produit sur les sites de exponentielle x f de x, il se trouve qu'on peut l'écrire de façon équivalente comme un produit sur x de la somme sur les valeurs f au site x de exponentielle x f de x. Voilà, ça c'est juste une propriété algébrique de factorisation qu'on va expliquer sur un cas particulier. Donc partons de somme sur f, produit sur x de exponentielle x f de x. Alors, somme sur f du produit sur x exponentielle x f de x. Et pour simplifier, on va supposer par exemple qu'il n'y a que deux sites. Le site 1 et le site 2. Donc le produit, ça nous fait... ça c'est le produit de ces deux termes. Okay. Et on a une somme sur toutes les valeurs possibles de f1 et f2. D'accord. Donc ça nous dit... Alors f1 peut valoir plus ou moins 1 et f2 peut valoir plus ou moins 1. Donc en fait, il s'agit d'une double somme. Et on voit ici que ce terme ne dépend pas de f2, donc on peut le factoriser de la somme sur f2. Et on se retrouve comme ça avec un produit de somme. Donc c'est un produit sur 1 et 2, donc un produit sur les sites. De quoi? De la somme sur les valeurs f au site x de exponentielle x f de x. Donc je vais en fait rajouter ce petit calcul intermédiaire dans la correction. Bon, c'était écrit. Voilà. Et on arrive donc à un produit sur x. Alors dans ce terme-là, là, somme de f de x exponentielle x f de x, il se trouve que f de x vaut plus ou moins 1. Et donc, en fait, ce terme-là, qu'on va appeler petit z, ne dépend pas de x. Ce terme-là, petit z, cette expression, c'est lorsque f de x est égal à plus 1, ça fait exponentielle de x. Et lorsque f de x est égal à moins 1, ça fait exponentielle de moins x. Donc c'est cette expression-là qui est tout simplement 2 fois cosinus hyperbolique de x. Et donc grand Z est égal au produit des petits z, et comme il y a n sites, c'est petit z puissance n. Ici, n, c'est le nombre de sites, et non plus le côté du réseau. Voilà, la conclusion, c'est que lorsqu'on reprend l'expression de départ, eh bien, la probabilité P de x est égale à 1 sur grand Z, donc
1 sur petit z puissance n fois probabilité de x exponentielle x f de x. Et donc ça nous fait produit sur les x de 1 sur petit z exponentielle x f de x, qu'on va appeler probabilité p tilde pour un site donné. Donc comme on l'avait dit tout à l'heure, la loi de probabilité, c'est un produit de loi de probabilité pour chaque site. Autrement dit, chaque site est indépendant, les sites sont indépendants les uns des autres. Donc maintenant qu'on a choisi de travailler avec cette loi de probabilité, P de x, on peut calculer l'énergie moyenne pour cette loi de probabilité P de x. Donc on prend l'expression de l'énergie et on va calculer la moyenne pour cette loi P de x. Alors tout simplement, alors V c'est des paramètres fixés, hein, donc comme il s'agit d'une somme et que prendre la moyenne c'est linéaire par rapport à la somme, ça fait la somme de moins V de x moins y fois la valeur moyenne du produit fx fy plus b somme sur x, la valeur moyenne de fx. Alors voilà, il y a ces deux quantités à calculer. Commençons par celle-ci. Donc en un site donné, eh bien, la valeur moyenne de la valeur fx en un site, c'est tout simplement, donc on prend tout simplement la loi de proba, hein, qui était exponentielle x f de x fois 1 sur z, donc on met 1 sur z en facteur. Lorsque f de x est égal à 1, ça fait exponentielle de x pour la proba, et la valeur de f de x, c'est plus 1. Et voici la contribution lorsque f de x est égal à moins 1. Et là, on voit apparaître eh bien, sinus hyperbolique sur 2, et petit z, rappelez-vous, c'était cosinus hyperbolique sur 2, donc au total, on voit apparaître la tangente hyperbolique. Alors maintenant, il nous faut calculer cette quantité-là, qui est la valeur moyenne du produit fx, fy. Et alors, comme on l'a dit, si les deux sites sont différents, eh bien, comme la loi de proba, c'est un produit de mesure, eh bien, la valeur moyenne du produit, ce sera le produit des valeurs moyennes. Ça s'observe tout simplement en exprimant ce que chacun vaut, et donc ça fera le produit du résultat précédent, le produit des tangentes hyperboliques. Donc tangente hyperbolique de x au carré. Voilà, on revient donc maintenant au calcul de l'énergie moyenne, qui était écrit là. Donc on va remplacer ça par tangente hyperbolique de x et ça par tangente hyperbolique de x au carré, et ça nous donne cette expression-là pour l'énergie moyenne. Alors, comme ce terme-là ne dépend pas de x, on peut le mettre en facteur, et il apparaît ici la somme sur tous les sites x différents de y de moins v de x moins y. Alors comme voilà, on peut faire un changement de variable et remplacer x moins y, disons par z, ok, et donc il y aura la somme sur z, bon là j'aurais dû écrire z, somme sur z différente 0 de v de z, on va appeler cette quantité petit v, et il reste encore une somme ici, ça nous fait apparaître n, le nombre de sites. Voilà, donc on obtient cette expression pour l'énergie moyenne. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça dépend du paramètre x arbitraire qu'on s'est donné. Alors, ce qu'on souhaite, c'est calculer l'énergie libre, en fait. Et l'énergie libre, c'est l'énergie moyenne moins T fois l'entropie. Donc, il nous reste à calculer l'expression de l'entropie en fonction de x. Donc, c'est le même genre de calcul. Donc, l'entropie, c'est moins K fois somme Px de f fois log de Px de f. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est rien d'autre finalement que la valeur moyenne du log de Px de f, d'accord, parce que c'est somme de P la proba fois log de Px de f. Et log de Px de f, eh bien pour cette loi de proba très particulière qui est un produit, log d'un produit, c'est la somme sur x de log des p tilde. Donc ça nous fait, voilà, log du produit, c'est la somme sur x de log de p tilde, d'accord. Et on avait bien dit que donc la valeur moyenne, c'est la somme des valeurs moyennes. Voilà, et donc il suffit de calculer la valeur moyenne en un site donné.
Alors, comme la valeur moyenne ne dépend pas du site, il va apparaître n, le nombre de sites. Et là, c'est la valeur moyenne du log de p tilde en un site donné. Alors, qu'est-ce que c'est que p tilde? P tilde, c'est donné ici par 1 sur z exponentielle de x, f de x. Donc, log de p tilde, c'est log de cette expression. Donc, c'est moins log de z plus x, f de x. Voilà, ça explique cette expression, x, f de x moins log de z. Et on prend la valeur moyenne de ça, sachant que x est un paramètre fixe. Donc, il sort de la valeur moyenne. Et z, c'est aussi une constante. Donc, il n'y a pas de valeur moyenne à prendre. Il nous reste juste la valeur moyenne de fx, ici. Mais la valeur moyenne de fx, on l'a déjà calculée, c'était tangente hyperbolique de x. Donc ça nous donne cette expression-là, parce que z, on l'avait calculé aussi, c'était cosinus hyperbolique de x fois 2. Donc ça nous fait cette expression. Voilà, donc en résumé, pour une température T donnée, la température apparaît ici dans cette expression de l'énergie libre, eh bien l'énergie libre pour cette loi de probabilité qui dépend du x, donc à x fixé, qui par définition c'est l'énergie moyenne par rapport à px moins t fois l'entropie de px, eh bien ce sera, on remplace et on obtient cette expression qu'on voit comme une fonction de x. Voilà, on a donc démontré cette expression pour l'énergie libre pour chaque valeur de x. Voici un schéma pour expliquer un peu le sens de ce que l'on fait. Donc dans le cas idéal, on rappelle que on regarde toutes les lois de proba possibles et f de p c'est l'énergie libre. Et donc dans cet espace de grande dimension sur toutes les lois de proba, f de p c'est une fonctionnelle qui admet quelque part un minimum qui correspond à la loi de Boltzmann. Et pour ce minimum, on souhaite calculer l'aimantation. Voilà. Et comme on l'a dit, ce calcul idéal n'est pas possible à faire. Et donc, ce qu'on a... Alors, pourquoi il n'est pas possible à faire? On peut s'en rendre compte, c'est parce que l'espace des probabilités, c'est de mettre des probabilités sur chaque configuration. Or, le nombre de configurations, donc la dimension de cet espace de proba, il est égal au nombre de configurations possibles. Et ça, on l'a dit, comme chaque site peut avoir 2 spins possibles, plus 1 ou moins 1, le nombre de configurations, c'est 2 puissance n, le nombre de sites. Donc c'est un nombre extrêmement grand, et donc cet espace est de dimension énorme. Et voilà. Donc c'est une raison pour laquelle le calcul est compliqué. Et au lieu de travailler avec toutes les lois de proba possibles, en fait, on a décidé dans cette méthode de considérer un espace de dimension 1, que je trace ici une courbe. C'est l'espace de les lois de proba de la forme P de x, où x est un nombre réel. Donc c'est un espace paramétré par le nombre x. Voilà, et on va faire le calcul sur cet espace de dimension 1. Donc normalement, il n'y a aucune raison d'avoir la loi de Boltzmann. C'est-à-dire que la loi de Boltzmann n'appartient pas à cet espace qu'on appelle espace variationnel. Mais, donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est s'approcher le plus possible de la loi de Boltzmann. Donc on va essayer de trouver la loi de probabilité dans cet espace ici, qu'on va appeler P de x0, pour un certain x0, qui approxime le mieux la loi de Boltzmann. Et comment va-t-on trouver cette loi P de x0? Tout simplement en calculant l'énergie libre, F pour les P de x, ça donnera une valeur, et on va chercher lorsque cette fonction de x, f de P de x, est minimale. Ce sera ici, d'accord, pour la valeur x0. Et on va chercher ce x0. Voilà, donc c'est la question 2. À température fixée, on va calculer l'énergie libre, ft de x. Donc ça, on a déjà fait le calcul, mais on va chercher pour quelle valeur de x elle est minimale. Donc pour quelle valeur x0 elle est minimale.
Donc déjà on fait quelques observations, c'est que cette fonction f de x, par exemple lorsque x égale 0, eh bien c'est assez simple parce que la tangente de x c'est 0, là ça fait 0, donc il reste que ce terme log de 2. Donc l'énergie libre en x égale 0, c'est un nombre négatif. Et lorsque x tend vers l'infini, alors là il y a un petit calcul que je vous laisse lire, bien, lorsque x tend vers l'infini, on s'aperçoit que f de x tend vers une constante, qui est n fois b moins v. Et pour trouver le minimum de la fonction f de x, on va calculer la dérivée et dire que la dérivée vaut 0. Donc la dérivée de cette fonction f de x, qui est encadrée ici par rapport à x, bon, il faut dériver la tangente, et voilà, ça donne cette expression pour la dérivée. Il y a des termes qui se simplifient, je vous laisse vérifier. On peut mettre la dérivée de la tangente en facteur, et ça nous fait cette expression-là. Donc c'était égal à 0 lorsque cette parenthèse est nulle. Donc lorsque tangente de x est égale à ktx plus b divisé par 2v. Voilà, ça nous donne la solution qu'on appelle x0. Donc x0 est solution de cette équation. Alors on ne peut pas le résoudre analytiquement parce que ça, x0 apparaît ici et ici. C'est une équation qu'on appelle transcendante. Donc c'est t de x0 égale à x0 plus b avec a et b donnés par ces constantes-là. Alors on peut le résoudre graphiquement, tout simplement parce que ax0 plus b c'est une droite. Et il faut que ce soit égal à tangente hyperbolique de x0 qui est cette courbe ici. Alors on va faire le cas simple où le champ extérieur grand B est égal à 0. Dans ce cas-là, la constante petit b égale 0. Et donc il s'agit d'une droite ax0, une droite qui passe par l'origine. Et le paramètre petit a, quand il est très grand, ça fait une droite de grande pente, et quand il est petit, ça fait une droite de petite pente. Voilà, et on cherche à résoudre l'équation tangente de x0 égale ax0. Ça signifie on cherche les points d'intersection entre cette droite et la courbe de la tangente hyperbolique. Donc selon la pente, si la pente est plus grande que 1, on voit qu'il y a une seule solution qui est en x égale 0. Et si la pente est plus petite que 1, donc si petit a est plus petit que 1, il y a une deuxième solution qui apparaît en un point x0 qui est positif. Et c'est ce phénomène de bifurcation qui apparaît lorsque a est plus petit que 1 qui va correspondre à la transition de phase dans le modèle d'Ising. Donc petit a plus petit que 1, ça veut dire, d'après cette expression de petit a, ça veut dire que kt est plus petit que 2v, donc que la température T est plus petite que 2v sur K. Et on va appeler donc 2v sur K la température critique. Et au contraire, lorsque la température est plus grande que la température critique, eh bien, il y a une seule solution en x égale 0. Donc on vient de dire que lorsque la température est supérieure à la température critique, la pente de la droite est supérieure à 1 et il y a une seule solution de l'équation car un seul point d'intersection. Lorsque la pente est égale à 1, il y a une bifurcation et lorsque la pente est plus petite que 1, donc lorsque la température est plus petite que la température critique, eh bien la pente de la droite est plus petite que 1, il y a 3 points d'intersection, 1 x0 positif, 0 et moins x0. Donc cela se résume sur le schéma suivant, où x0 ici en vertical, en fonction de la température. Lorsque la température est supérieure à la température critique, x0 égale 0, il y a un seul point solution, un seul point d'intersection à l'équation. Et lorsque la température est inférieure à la température critique, il y a 3 solutions à l'équation, car 3 points d'intersection. 0, x0 qui est positif et moins x0 qui est négatif. Et près de la température de transition, la valeur de x0 se comporte comme la fonction racine carrée. Voilà. On appelle ça une bifurcation de Hopf. On peut encore représenter le même phénomène sur le schéma suivant, où ici on trace la fonction énergie libre F en fonction de x pour différents paramètres de la température, donc f de t en fonction de x. Lorsque la température est supérieure à la température critique, la fonction f est comme ceci, avec un seul minimal, un seul minimum en x égale 0. Donc c'est la valeur de x0 ici, vous voyez, qui est en
x0 égale 0. Et au-dessus de la température, lorsque la température est inférieure à la température critique, eh bien la fonction f de t a cette forme-là, avec deux minima locaux, un en x0 et un en moins x0. Et en 0, ce n'est plus un minimum, c'est un maximum local. Et donc là, sur ce schéma, vous voyez que le minimum ici, lorsque on arrive à la température critique, il se sépare en une sorte de fourche avec x0 qui est positif et moins x0 qui est négatif. Et en 0, c'est toujours un extrémum local, mais c'est passé d'un minimum à un maximum. Donc c'est toujours ce qu'on appelle le phénomène de bifurcation de Hopf. Voilà, et donc on rappelle que ce qui va nous intéresser, c'est la valeur de x0 qui correspond au minimum local de l'énergie libre, parce que c'est ça qui va être la solution optimale pour donner les propriétés physiques du système de spin. Donc, sur ce schéma, on a expliqué que la valeur de x0 était égale à 0 strictement lorsque t était plus grand que t critique, 2v sur k, et x0 prenait des valeurs strictement positives lorsque t était inférieur à 2v sur k. Donc là, ce qu'on va se proposer de faire, c'est de trouver l'expression approchée de x0 en fonction de t lorsque t est proche de la température critique. Autrement dit, on va exprimer les solutions de cette équation, où x0 est l'inconnu, en fonction du paramètre t ici, lorsque t est proche de 2v sur k, qui est la valeur de la température critique. Alors comme on sait que la solution x0 est proche de 0, on va faire un développement limité en supposant x inconnu très proche de 0. Donc lorsque x est très petit, l'exponentielle de x est approchée par cette expression, développement de Taylor, qu'on prend jusqu'à l'ordre 3, et on déduit le développement de Taylor de tangente hyperbolique de x. Bon, de cette manière, c'est un calcul standard, et on obtient x facteur de 1 moins x2 sur 3. Et ainsi, l'équation qu'il faut résoudre, on remplace th de x0 par cette expression ici. Alors il y a le x qui est un facteur qui s'annule avec le x de l'autre côté, et on obtient comme équation 1 moins x0 carré sur 3 est égal à kt sur 2v. Et ça nous donne l'expression de x0 comme plus ou moins racine carrée de cette expression où il apparaît t moins tc. Voilà, et donc ça explique la forme ici parabolique de la solution, qui est la forme typique d'une fonction plus ou moins racine carrée, qui s'annule lorsque t égale tc. Voilà, et donc on répète que ce phénomène s'appelle bifurcation, et en l'occurrence bifurcation de Hopf. On s'intéresse à la question 3 maintenant. Donc, lorsque T est près de la température critique, exprimez l'aimantation moyenne en fonction de la température. Donc, l'aimantation moyenne, on rappelle que c'est une somme sur les aimantations de chaque site. Or, l'aimantation moyenne d'un site, on avait vu que c'était tangente hyperbolique de x0. Donc, comme en somme sur tous les sites, c'est n fois tangente hyperbolique de x0. Et d'après l'équation qu'il fallait résoudre, tangente hyperbolique de x0 peut se remplacer par cette expression-là, kt x0 sur 2v. Or, on vient d'exprimer l'expression de x0 en fonction de t lorsque t est proche de la température critique. C'est cette expression-là qu'on a obtenue avec une racine carrée. Donc, lorsqu'on utilise cette expression, eh bien, il apparaît que l'aimantation en fonction de t est une constante fois racine carrée de tc moins t ou t moins tc. Donc plutôt tc moins t pour que ce soit positif. Voilà, et cette constante, eh bien, elle fait apparaître n, k, t sur 2v fois les coefficients précédents, ici, et ça donne comme résultat que cette constante qui est égale à cette expression-là. Et on appelle ça la susceptibilité magnétique, parce que ça exprime le comportement de l'aimantation lorsque la température est proche de la température critique. Et ça donne une courbe comme ça, typique de forme racine carrée.
Cette courbe peut être comparée avec l'expérience numérique et on observe aussi une forme similaire. On peut dire donc que dans ce modèle, on a en quelque sorte d'un point de vue approché, on a expliqué l'apparition d'un phénomène de transition de phase. Dernière question. Donc, on a fait bien sûr un calcul approximatif avec ce qu'on appelle une méthode variationnelle où on n'a pas utilisé la vraie distribution de probabilité, mais une distribution de probabilité ad hoc appartenant à une famille de mesures de probabilité dépendant d'un paramètre x. Alors, pourquoi appelle-t-on cette méthode la méthode de l'approximation du champ moyen? En quelques mots, de façon un peu qualitative, c'est parce que on a vu que la distribution de probabilité qu'on a utilisée, P de x0, qui est donc solution de notre minimisation, est un produit sur tous les sites d'une distribution de probabilité en chaque site. Autrement dit, les sites, comme on l'avait dit, sont tous indépendants, donc décorrélés les uns des autres. En réalité, avec la vraie distribution physique qui est la distribution de Boltzmann, les sites n'auraient pas été décorrélés, ils auraient été corrélés à cause du terme de couplage de produits entre différents sites qui intervient dans l'expression de l'énergie d'une configuration. Lorsqu'on considère spécifiquement l'énergie d'une configuration, eh bien, l'énergie moyenne d'une configuration, eh bien, il s'agit de calculer la valeur moyenne de cette expression, où il apparaît une somme sur différents sites, le produit de la valeur en deux sites avec le coefficient de couplage. Et pour la distribution de probabilité spécifique qu'on a considérée ici, approximée, où les sites sont indépendants, eh bien la valeur moyenne fait intervenir le produit des valeurs moyennes en sites différents, parce qu'ils sont décorrélés. Et là, rappelez-vous que dans cette somme, il y a la somme sur x et y, donc on peut mettre d'abord somme sur x, factoriser fx, et il reste la somme sur y, donc les voisins en quelque sorte de x. Il apparaît cette quantité-là, qui est, on peut appeler ça la constante b de x. Et donc, effectivement, c'est comme si l'énergie moyenne était, comme si chaque site ressentait comme énergie, eh bien, la valeur de son aimantation fois une constante qui est Bx, qui est une sorte de champ magnétique effectif, mais obtenu par un effet moyen de tous les autres spins qui l'environnent. Et pour cette raison, on appelle, disons, cette description la description de champ moyen, parce que chaque site ressent en quelque sorte un champ magnétique effectif obtenu par les moments magnétiques des spins qui l'environnent. Donc ça montre une chose, c'est que c'est proche de l'intuition qu'on a, de spins qui interagissent, mais ce n'est pas quelque chose d'exact. C'est valable seulement parce que ici on suppose que la probabilité est un produit de probabilité, ce qui n'est pas correct. En fait, ce n'est pas vrai avec la distribution de Boltzmann. Voilà, pour plus d'informations sur ce sujet, je conseille vivement de regarder ce livre par exemple, de Velinik et Friedli, ou bien d'autres informations que vous trouverez sur Internet. Il faut savoir que le modèle d'Ising est un modèle qui peut s'étudier à différentes dimensions, et que c'est un modèle très important historiquement, mais aussi encore actuellement pour étudier les phénomènes de transition de phase. Et c'est encore un sujet de recherche très actuel dans la communauté scientifique, autant en physique théorique qu'en mathématiques. Car ça met en évidence des phénomènes de transition de phase qui peuvent se passer. Alors ici, il s'agit de spin, de moments magnétiques, mais en fait, les mêmes phénomènes interviennent de façon similaire dans des systèmes tout à fait différents, comme la percolation, beaucoup de phénomènes collectifs.